Contrairement aux cellules prokaryotes, les cellules eucaryotes possèdent des organites qui divisent la cellule en compartiments spécialisés. Parmi ces organites, on retrouve les mitochondries. Ce diaporama est consacré à l'étude structurale et fonctionnelle de la mitochondrie. Les premières observations au microscope photonique de ces organites, qui apparaissent dans le cytoplasme sous forme de granules, datent du milieu du XIXe siècle. Mais ce n'est qu'en 1890 que Richard Altman démontre la présence de ces granules dans toutes les cellules grâce à des techniques de coloration spécifiques et appela ces granules bioblastes en raison de leur taille similaire à celle des bactéries. Depuis 1898, ces bioblastes sont appelés mitochondries, des mots grecs mythos, qui veut dire filament, et chondros, qui veut dire granule. Plus récemment, en 1996, Liu et son équipe ont décrit le rôle des mitochondries dans l'apoptose, c'est-à-dire la mort programmée des cellules. En effet, les mitochondries sont impliquées dans plusieurs fonctions cellulaires, dont celle de la régulation des processus de l'apoptose. Les mitochondries sont spécifiques aux cellules eucaryotes. Elles sont présentes dans les cellules de tous les organismes eucaryotes, les champignons, les végétaux et les animaux. On les trouve donc dans toutes les cellules eucaryotes, excepté les globules rouges, appelés également hématies. Le nombre des mitochondries oscille, c'est-à-dire varie, entre 1000 et 3000 par cellule. Ce nombre est proportionnel aux besoins énergétiques de la cellule. Dans les cellules animales, la mitochondrie est le principal lieu de production de l'énergie cellulaire. Elles possèdent également leur propre génome, appelé ADN mitochondrial. Malgré le fait que les mitochondries soient suffisamment grosses pour être observables en microscopie photonique, il a fallu attendre le développement des techniques de la microscopie électronique dans les années 50 pour en détailler la structure. Cette première micrographie prise au microscope électronique à transmission à faible grossissement montre que la taille et la forme des mitochondries sont variables. Les mitochondries peuvent être sphériques ou alors allongées en forme de bâtonnet ou encore filamenteuses. La deuxième micrographie, prise à plus fort grossissement, montre l'ultrastructure d'une mitochondrie. On remarque que chaque mitochondrie est délimitée par une double membrane, la membrane externe et la membrane interne. La membrane interne, comme vous pouvez le constater, présente de nombreux replis. Ces replis sont appelés crêtes. Ces replis permettent d'augmenter
la surface de la membrane interne. Entre la membrane externe et la membrane interne se trouve un espace étroit appelé espace intermembranaire. Et enfin, l'espace interne de la mitochondrie est appelé matrice. La mitochondrie est donc organisée en 4 compartiments séparés, à savoir la matrice, la membrane interne, l'espace intermembranaire et la membrane externe. Chaque compartiment contient des protéines qui lui permettent d'assurer des fonctions distinctes. Dans les mitochondries hépatiques, par exemple, on note que 67% des protéines totales de la mitochondrie se situent dans la matrice, 21% dans la membrane interne, 6% dans la membrane externe et 6% dans l'espace intermembranaire. La matrice renferme un mélange très concentré d'enzymes, dont certaines sont nécessaires à l'oxydation du pyruvate ou acide pyruvique et des acides gras, et celles du cycle de l'acide citrique, appelé également cycle de Krebs. La membrane interne se replie en de nombreuses crêtes. Elle renferme des protéines qui effectuent les réactions d'oxydation de la chaîne de transport des électrons et l'ATP synthase qui produit l'ATP dans la matrice. La membrane externe est perméable à toutes les molécules de moins de 5000 Dalton, et ce grâce à la présence de la porine, une grosse molécule protéique qui forme des canaux au niveau de la membrane externe. Ces porines permettent le passage d'ions et de petites molécules organiques dans les deux sens, du cytosol vers l'espace intermembranaire et de l'espace intermembranaire vers le cytosol. Enfin, l'espace intermembranaire contient également plusieurs enzymes qui utilisent l'ATP sortant de la matrice pour phosphoryler d'autres protéines. La mitochondrie a pour fonction principale la respiration cellulaire. Voilà pourquoi on appelle souvent les mitochondries les centrales énergétiques de la cellule, parce qu'elles constituent le site de production de l'ATP qui est une forme de mise en réserve de l'énergie. En effet, l'énergie issue de la respiration cellulaire, c'est-à-dire de l'oxydation complète des nutriments, n'est pas perdue sous forme de chaleur, mais transformée en liaison chimique riche en énergie sous forme d'ATP, pendant l'étape de la phosphorylation oxydative. Ce dernier processus a lieu dans la membrane interne de la mitochondrie. Cependant, comme nous allons le voir, les substrats responsables de la production des électrons et des protons proviennent de la matrice mitochondriale. L'énergie nécessaire au fonctionnement cellulaire est extraite
à partir des molécules alimentaires par un processus d'oxydation graduelle. Ces molécules sont dégradées en 3 étapes successives pour produire l'ATP. La première étape correspond à la dégradation des grosses macromolécules en sous-unités simples, les protéines en acides aminés, les polysaccharides en sucre simple et les lipides en acides gras plus glycérol. Cette première étape de digestion se produit soit au niveau du tube digestif, soit au niveau des lysosomes. La deuxième étape correspond à la dégradation des sous-unités simples en pyruvate et en acides gras dans le cytosol. Puis, la dégradation du pyruvate et des acides gras en acétylcoenzymat dans la matrice mitochondriale. La troisième étape a lieu, quant à elle, entièrement dans la mitochondrie. L'acétylcoenzymat formé au cours de la deuxième étape va subir une oxydation complète en H2O et CO2 dans le cycle de Krebs. Cette oxydation complète de l'acétylcoenzymat sera accompagnée de la production de grandes quantités d'ATP grâce à la phosphorylation oxydative. La phosphorylation oxydative étant le processus permettant la phosphorylation de l'ADP en ATP. Ce diagramme montre les différentes étapes de la phosphorylation oxydative. Comme nous venons de le voir, la dégradation des molécules alimentaires se poursuit au niveau du cytosol, où les petites molécules alimentaires sont dégradées en pyruvate et en acides gras. Les pyruvates issus de la dégradation du glucose et les acides gras issus de la dégradation des lipides passent du cytosol vers la matrice mitochondriale. Ces deux molécules, pyruvate ou acides gras, seront dégradées par les enzymes de la matrice en acétylcoenzymat. L'acétylcoenzymat subira par la suite une série de réactions de décarboxylation et d'oxydoréduction. Ces réactions constituent ce qu'on appelle le cycle de l'acide citrique ou encore le cycle de Krebs. L'oxydation complète et progressive de l'acétylcoenzymat au niveau du cycle de Krebs permet de convertir les atomes de carbone de l'acétylcoenzymat en CO2 qui seront éliminés par la cellule en tant que déchets. Parallèlement, cette oxydation de l'acétylcoenzymat permet de libérer des électrons riches en énergie qui seront temporairement stockés dans des transporteurs d'électrons NADH et FADH2, non représentés sur ce diagramme. Au niveau de la membrane interne, ces transporteurs d'électrons NADH et FADH2 transfèrent les électrons qu'ils ont gagnés au niveau du cycle de Krebs sur la chaîne de transport des électrons. La perte des électrons permet de régénérer NAD+ et FAD, nécessaires
au métabolisme oxydatif suivant. Par conséquent, l'oxydation complète et graduelle de l'acétylcoenzyme au niveau du cycle de Krebs permet de libérer les électrons riches en énergie. Ces électrons seront transportés par NADH et FADH2 vers la membrane interne. En effet, les coenzymes NAD+ et FAD forme oxydée participent aux réactions d'oxydoréduction du cycle de Krebs. Chaque NAD+ prélève 2 électrons plus un proton et est transformé en NADH pour nicotinamide, adénine, dinucléotide, forme réduite. Et chaque FAD prélève 2 électrons plus 2 protons et est transformé en FADH2 pour flavine, adénine, dinucléotide, forme réduite. Ces 2 molécules, NADH et FADH2, assurent le transfert des électrons riches en énergie à la membrane interne. Plus précisément, ces transporteurs d'électrons NADH et FADH2 transfèrent les électrons qu'ils ont gagnés sur la chaîne de transport des électrons liés à la membrane interne. Prenons par exemple le cas du NADH. Sur ce schéma, n'est représentée qu'une partie de la structure de NADH, seulement celle qui porte la liaison riche en énergie. Les 2 électrons riches en énergie provenant par exemple de l'oxydation des sucres sont montrés sous forme de 2 points rouges sur un atome d'hydrogène, ici en jaune. Le premier complexe enzymatique de la chaîne respiratoire mitochondriale va catalyser l'oxydation du coenzyme NADH en NAD+, ce qui va entraîner l'élimination d'un ion hydride qui correspond à un atome d'hydrogène plus 2 électrons. L'ion hydride sera ensuite converti en un proton H+ et 2 électrons. Ces 2 électrons seront transférés à la chaîne de transport des électrons dans la membrane. La perte de l'ion hydride permet la régénération de NAD+. Le transfert des électrons se fait donc du NADH à l'oxygène. Ces électrons sont transférés à travers 3 complexes d'enzymes respiratoires situés dans la membrane interne de la mitochondrie. Le complexe de la NADH déshydrogénase, le complexe du cytochrome BC1 et le complexe de la cytochrome oxydase. L'ubiquinone et le cytochrome C sont des transporteurs mobiles qui transportent les électrons d'un complexe à l'autre. À la fin de cette série de transferts, les électrons se combinent à l'oxygène qui s'associe à 2 protons
pour former une molécule d'eau, H2O. Lorsque les électrons passent le long de la chaîne de transport, une partie de l'énergie libérée sera utilisée pour actionner les 3 complexes enzymatiques qui pompent les protons H+, pour les sortir de la matrice vers l'espace intermembranaire. Ce mouvement de H+, va créer un gradient de concentration de H+, et une différence de charge de part et d'autre de la membrane interne. L'addition de ces deux composantes, le gradient de concentration de H+, la différence de charge, entraîne l'établissement d'un gradient appelé gradient électrochimique de protons. Ce gradient électrochimique de protons sera utilisé pour activer l'ATP synthase. En effet, cette différence de concentration en protons H+ entre l'espace intermembranaire et la matrice mitochondriale va permettre le retour de H+ à travers le domaine F0 de l'ATP synthase, ce qui va entraîner la synthèse de l'ATP par le domaine F1 de l'ATP synthase à partir d'une molécule d'ADP et d'un phosphate inorganique. Notez bien que parce que l'énergie libérée par l'oxydation de NADH en NAD+, et de FADH2 en FAD se transforme en une énergie de liaison phosphate dans l'ATP, on utilise le terme phosphorylation oxydative pour décrire la formation de l'ATP. Pour conclure, nous dirons que les électrons riches en énergie produits au cours du cycle de l'acide citrique, le cycle de Krebs, fournissent l'énergie nécessaire à la production d'ATP. D'un point de vue architectural, l'ATP synthase est une enzyme composée d'une tête appelée F1 ATPase et d'un transporteur de protons transmembranaire appelé F0. F1 et F0 sont formés, comme vous pouvez le constater, de multiples sous-unités. L'enzyme, l'ATP synthase, fonctionne comme un moteur moléculaire stator-rotor, dans lequel le rotor, la partie mobile représentée ici en rouge, est constitué de l'anneau de la portion F0 et de la tige interne de la portion F1. Ce rotor tourne dans la membrane interne entraîné par le flux de H+ dans le sens du gradient électrochimique. Le stator, représenté en vert sur ce schéma, est constitué d'une sous-unité transmembranaire de la portion F0 liée à d'autres sous-unités de F1 créant un bras allongé. Ce bras se fixe sur un anneau de sous-unités de F1 qui forme la tête stationnaire de l'ATPase. C'est au niveau de la tête stationnaire de l'ATPase que s'effectue la synthèse
de l'ATP. Pour résumer, le gradient électrochimique de protons entraîne la translocation de H+, c'est-à-dire l'entrée des protons H+, de l'espace intermembranaire vers l'espace matriciel à travers le domaine F0. Ce passage génère une énergie mécanique qui déclenche la rotation du rotor. Cette rotation entraîne les changements conformationnels au niveau de la tête immobile, ce qui va favoriser la liaison de l'ADP et du phosphate inorganique, assurant ainsi la synthèse de l'ATP. L'ATP synthase peut donc transformer l'énergie électrochimique du gradient de protons en énergie chimique de liaison. Dans certaines conditions, l'ATP synthase peut aussi fonctionner en sens inverse pour hydrolyser l'ATP et pomper des protons. En effet, en fonction du rapport ATP-ADP et du gradient électrochimique de part et d'autre de la membrane interne, l'ATP synthase peut soit synthétiser de l'ATP en utilisant l'énergie du gradient de H+, soit utiliser l'énergie de l'hydrolyse de l'ATP pour pomper les protons contre le gradient électrochimique. Merci de votre attention.